Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très très bien. Je passe encore une chouette matinée. Bon, il fait très très chaud là en ce moment, je vous apprends rien. Mais malgré tout, je continue à faire mon sport tous les jours, à aller faire 1 heure et demie de vélo. Bon bah du coup je transpire un peu plus, mais ça fait toujours quand même autant de bien. Et puis comme je le dis souvent, on a cette chance quand même à Montpellier d'être pas très loin de la mer, donc ce qui me permet aussi d'aller nager très tôt le matin. Et ça, c'est vraiment très agréable. En une demi-heure, en gros, je suis au bord de la mer. Et donc, je peux faire mes exercices de yoga, de méditation et aller me baigner. Donc ça, c'est chouette. Ce matin, j'ai pas pu le faire, donc je suis resté ici. Mais c'est toujours aussi bon de faire ces exercices le matin de manière très disciplinée. C'est la discipline, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je trouve que c'est une des clés, justement, qui nous permet d'être plus peut-être cohérent avec soi-même, d'être plus aligné avec soi-même et de mettre en place des outils qui nous font du bien, pour notre corps, pour notre état d'esprit, notamment pour notre santé mentale. Donc, je vous invite vivement à essayer d'être relativement discipliné pour vous-même. On se retrouve tout à l'heure avec Saverio, d'ici même pas 5 minutes. Je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée là pour le congrès C'est quoi le bonheur pour vous? C'était en 2003. Et on va parler de sensibilité avec Saverio, qui est un sujet aussi qui me touche beaucoup. Notamment, moi j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, ça remonte à 3 mois que j'étais hypersensible, même si c'est très évident visiblement pour mon entourage, pour moi ça ne l'était pas apparemment. Et donc du coup, j'ai compris tellement de choses. Donc ça va être intéressant de parler de tout ça avec Saverio. Je vous montre une petite vidéo et puis on se retrouve tout de suite après. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que de les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. C'est quoi le bonheur pour vous, les amis? Je vous invite à y réfléchir. Je vais faire apparaître Saverio. Salut Saverio. Salut Julien. Comment vas-tu? Très bien, chaudement, mais très bien. Eh ouais, tu m'étonnes. Alors Saverio, moi aussi je fais ma gym tous les matins. Ah, d'accord, donc de manière disciplinée, j'imagine. Pardon? De manière disciplinée, j'imagine. De manière disciplinée, vraiment tous les matins, avant le petit déjeuner, et ça me fait le plus grand bien. Ouais, franchement, c'est vraiment toute l'énergie, entre autres, que je mets depuis une vingtaine d'années, d'essayer de sensibiliser le grand public à trouver, tu sais, les bons outils qui sont bons pour chacun, en fait, et les appliquer du mieux qu'on peut de manière disciplinée dans notre vie. Je trouve que ça change beaucoup de choses après dans notre vie personnelle et professionnelle, à tous les niveaux, en fait, tous les niveaux de notre vie. Donc, je suis ravi que tu fasses partie de cette team-là. Saverio, je vais te laisser te présenter. On a une petite demi-heure ensemble pour les gens qui te connaissent pas, qu'on comprenne qui tu es. Alors, je m'appelle Saverio, je suis né à Paris, je suis psychanalyste et psychothérapeute. Ma pratique a beaucoup évolué en 30 ans. Je ne suis plus du tout le psychanalyste que j'étais dans les années 90, quand je sortais de ma formation. J'aime beaucoup la nature, la marche en forêt, la nage aussi, soit dans les lacs, soit dans la mer ou l'océan. Je suis papa de 2 enfants, une fille et un garçon qui maintenant sont adultes. Je suis passionné par la musique, l'opéra, la danse. Voilà, et je suis un homme heureux qui va bientôt avoir 60 ans. Et voilà, j'ai une vie bien remplie. Ah oui, j'imagine. T'as écrit combien de livres, Saverio? Alors 45 pour l'instant, le 46e est en train d'être écrit.
Ah, là, c'est énorme, bravo. Quand je vois moi le temps et l'énergie que ça me prend d'écrire un livre, tu vois, j'en ai écrit 2, j'ai beaucoup de respect. Bravo. Merci, mais moi j'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu fais et que je ne saurais pas faire, et merci de le faire. Merci beaucoup. Tu vas participer au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? On est vraiment très content de t'accueillir. Tu vas voir, ça, on va passer un chouette moment tous ensemble. Tu vas venir parler de la sensibilité. Donc, je le disais un petit peu en amont. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que j'étais hypersensible. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est pour toi la sensibilité, l'hypersensibilité, si tu pouvais nous expliquer, s'il te plaît. Alors déjà, la sensibilité, tous les êtres humains, tous les êtres vivants sont dotés de sensibilité. C'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec la réalité, que ce soit la réalité intérieure en nous-mêmes, réalité intérieure psychique, mais aussi réalité intérieure physique, comment je digère, comment je respire, comment je me sens là maintenant, et la réalité extérieure, les autres, la nature, nos relations, etc. Donc la sensibilité, c'est vraiment crucial, c'est central dans nos vies. Et il se trouve que 30% de la population, d'après 2 études anglo-saxonnes de 2018, 30% de la population est caractérisée par ce qu'on appelle internationalement la haute sensibilité. Alors c'est vrai qu'en France, on emploie le terme hypersensibilité. Pendant le congrès, j'expliquerai plus en détail pourquoi moi je ne l'emploie pas. Et cette sensibilité élevée, cette sensibilité supérieure à la moyenne, elle a 5 grandes caractéristiques. La première, qui est sa définition scientifique, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations, c'est-à-dire que les personnes ultra-sensibles vont avoir le sens du détail, être très observatrices, être plutôt perfectionnistes, voire très perfectionnistes, parce que d'une personne à l'autre, tout ça, ça varie aussi, on n'a pas tous sur le même modèle, avec parfois des doutes et beaucoup de questionnements, et en tout cas, toutes les informations nous impactent. Qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, cognitives, intuitives ou imaginatives. Toutes les informations nous impactent parce que nous n'avons pas de filtre. Les personnes hautement sensibles, elles disent « je suis sans filtre ». Et c'est vrai que dans le cerveau, l'hypothalamus, qui est le centre de tri du cerveau, est en sous-activité chez les personnes ultrasensibles. La deuxième caractéristique, elle en découle. On appelle ça l'hyperstimulation ou la surstimulation. Et elle va déboucher sur une saturation. Donc les personnes ultrasensibles, elles disent souvent « je sature », elles deviennent irritables, à un moment, elles n'arrivent plus à faire face parce qu'il y a trop d'informations, tout simplement. Et dans ces cas-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est une pause, seul ou dans un coin, au calme, avec des écouteurs, se débrouiller pour faire une pause. Et après, on repart, on rafraîchit, régénéré, même si on n'a fait que 5 ou 10 minutes de pause. La troisième caractéristique, elle est bien connue puisque ce sont les émotions qui, chez les personnes hautement sensibles, sont plus intenses, plus durables et plus variables. C'est-à-dire, typiquement, on peut passer d'une très grande joie, d'un très grand enthousiasme, d'une euphorie à un abattement, un découragement, une tristesse, un chagrin, et de nouveau passer à autre chose ou être en colère parce que quelque chose s'est mal passé pour nous, on a été contrarié, mais 5 minutes après, c'est fini. Donc cette labilité, cette variabilité des émotions qui sont fortes et qui peuvent impressionner l'entourage parce on peut donner l'impression de dramatiser, ce qui n'est pas le cas. Nous, de l'intérieur, nous vivons des émotions très fortes. Et nous sommes ce qu'on appelle des éponges émotionnelles, c'est-à-dire très perméables à toutes les émotions de l'environnement, ce qui fait que parfois, dans la famille, un enfant se met en colère pour la famille, pour quelqu'un de la famille, mais ce n'est pas lui ou elle qui est en colère. Ça va être pareil dans des relations professionnelles ou des relations amicales. Mais on va aussi sentir très fort les émotions des autres et c'est ce qui peut nous rendre très empathiques et très à l'écoute de nos proches ou des personnes qui souffrent. Alors là, attention de ne pas en faire trop, sinon on risque de s'épuiser. La quatrième caractéristique est moins connue, c'est le sens des nuances et des subtilités. Et par exemple, ça se manifeste par une grande attention portée au langage non verbal. Les mimiques, les postures, les intonations, la façon dont on dit les choses, les gestes qui les accompagnent, etc. Ce qui fait que parfois, ou même souvent, ça dépend des circonstances, nous percevons un décalage entre ce qui est dit, les mots, et la façon de les dire, le langage non verbal, et nous allons accorder de l'importance au langage non verbal. C'est-à-dire plutôt être dans la vérité du corps,
la vérité de ce qui est dit en deçà ou au-delà des mots. Et la 5e caractéristique, qui a été découverte plus récemment, qui s'appelle la sensibilité avantageuse, dont je parlerai aussi beaucoup à Arcachon parce qu'elle est vraiment très importante. Et pour faire rapide, ça veut dire que toutes les personnes hautement sensibles bénéficient plus de ce qui va bien, la beauté de la nature, la gentillesse de nos proches, une bonne nouvelle, un bon repas. Nous bénéficions plus de tout ce qui est bon, mais nous sommes plus impactés aussi par tout ce qui est difficile. Les mauvaises nouvelles, que ce soit la radio ou les mauvaises nouvelles personnelles, une maladie, nos émotions, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui fait que cette sensibilité avantageuse, elle peut vraiment devenir bénéfique pour nous à partir du moment où on connaît bien sa sensibilité et ce qui favorise notre quotidien. On a besoin de mettre en place un environnement qui nous correspond. Et ça, c'est la clé pour toutes les personnes ultra-sensibles. Tu dis nous, ça veut dire que tu t'inclus dedans? Ah oui, moi je suis ultra-sensible, oui. Ok. Alors deux choses moi qui me sautent aux yeux, en tout cas que je vis, et j'en parlais pas plus tard que ce matin. Moi je ressens vraiment fortement les émotions des autres, et en fait j'essaye de trouver avec le temps des parades et des astuces pour moi en fait gérer l'émotion de l'autre, mais ça me paraît encore un peu challengeant, et donc du coup je me retrouve très souvent, tu sais, en train de gérer l'émotion de l'autre et gérer ma propre émotion, de gérer en fait la sienne. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as des outils, des recommandations, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Oui, ça c'est vraiment un grand défi pour les personnes très sensibles, parce que effectivement il y a l'émotion ressentie, et la première chose à faire, c'est est-ce mon émotion ou est-ce l'émotion de quelqu'un d'autre? Parce que si je prends sur moi l'émotion de quelqu'un d'autre, c'est déjà très compliqué puisque je ne sais pas d'où elle vient. J'imagine que je ressens de la colère alors que ça n'est pas ma colère, ou de la tristesse alors que ça n'est pas ma tristesse. Donc la première chose, c'est avant de rencontrer quelqu'un, d'avoir ce petit temps de conscience, d'attention, dans quelle émotion je suis là maintenant, avant de rencontrer quelqu'un ou avant d'entrer dans un groupe, pour être sûr que s'il y a une autre émotion, ce ne sera pas la mienne. Moi, je suis arrivé dans cette relation, dans cette rencontre, dans ce groupe, avec telle émotion. Si c'est une autre émotion qui me submerge, ça n'est pas la mienne. C'est la première vigilance à avoir quand on est ultra-sensible. Et le problème des émotions, en tout cas la difficulté des émotions, c'est que souvent, une émotion en fait naître une autre. Si je suis gêné d'être en colère ou que j'ai honte d'être triste, je vais peut-être plus ressentir la gêne ou la honte que la colère ou la tristesse. Et je vais avoir du mal à me débrouiller avec cette honte ou cette gêne parce que je ne sais pas que ça vient d'abord d'une colère ou d'une tristesse. Ça, c'est un exemple. Il y a des colères qui viennent de la peur ou toutes sortes d'émotions mélangées. Donc, on essaye dans la mesure du possible, de repérer quelle est l'émotion qui vient d'abord. Quelle est l'émotion principale? Pas forcément celle que je suis en train d'exprimer, mais celle que je ressens dans mon corps. Et là, le mieux, si on peut, parfois on ne peut pas parce qu'on est avec d'autres, mais le mieux, c'est de fermer les yeux et de sentir ce qui se passe dans le corps, de laisser les choses se décanter un peu. Et là, on va pouvoir contacter l'émotion la plus profonde, la plus importante. Et puis, quand on est en relation avec quelqu'un qui vit une émotion forte, on essaye de l'aider à vivre son émotion sans la prendre soi. Ouais, en lui disant, je sens que tu es en colère, est-ce que c'est vraiment de la colère? Et pourquoi tu es en colère? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour exprimer cette colère ou pour qu'elle diminue? Pareil pour toute autre émotion. C'est-à-dire s'intéresser, avoir une forme de curiosité bienveillante pour l'autre et son émotion, mais ne pas se dire, ne pas croire que c'est à moi de résoudre la difficulté qui naît de cette émotion. Ah oui, ça change tout parce que, comme tu le dis si bien, j'ai l'impression qu'on est quand même facilement empathique. Et donc, comme on est empathique, on a envie d'aider l'autre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cet élan naturel. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, alors encore plus, donc
là, pour le coup, je pense qu'on n'est pas tous dans cette case-là, mais moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie. J'adore, en fait, l'être humain et comprendre, tu sais, les mécanismes, comment l'être humain fonctionne. Et je me dis, c'est peut-être pas aidant non plus, du coup, quand on a cette fonction-là de curiosité de comprendre comment l'autre, parce que tu vois, en fait, tous les mécanismes, et donc, du coup, tu as envie de l'aider, mais donc, ce que tu dis, toi, c'est surtout pas, en fait. On peut aider, mais en s'impliquant le moins possible, en s'impliquant personnellement le moins possible. On peut aider déjà par la présence. La présence, c'est la première chose qui va réconforter l'autre. Je suis là avec toi. Je suis là avec toi et avec ton émotion. J'accueille ce qui se passe. Donc j'accueille cette émotion, j'accueille ton désarroi, ta difficulté, ta révolte. Je peux l'accueillir. En revanche, ce n'est pas moi qui dois résoudre le problème ou surmonter la difficulté. Je peux te poser des questions pour que tu exprimes de plus en plus clairement ce qui te traverse, ce qui t'arrive, ce qui est difficile pour toi, et l'écouter avec empathie, rester avec toi le temps dont tu en as besoin, mais en aucun cas je ne vais prendre la responsabilité sur mes épaules de trouver une solution à ce que tu es en train de traverser. Parce que sinon, alors, la seule exception, c'est pour nos enfants, quand ils sont petits, pas quand ils sont adultes, bien sûr, mais quand ils sont enfants et adolescents, et pour des personnes très âgées ou très malades qui sont dépendantes, où là, on a parfois besoin d'intervenir pour ces personnes qui sont en dépendance. Mais dans tous les autres cas, le fait d'être présent, d'écouter, d'accueillir, de faire preuve de compassion, c'est déjà énorme. Et après, c'est à l'autre de trouver une résolution à sa propre difficulté. Ouais, donc c'est vraiment à nous de nous raisonner et de pas aller dans cet élan naturel de quelque part de faire un peu le thérapeute en réalité, quoi. D'accord, ok. Merci pour ce tips. Je pensais à autre chose aussi que tu disais que moi je peux vivre dans mon quotidien. C'est ce décalage que je ressens quand même très souvent quand je discute avec des personnes entre ce qu'ils disent et leur gestuelle. Et c'est pareil que tu vois, moi c'est quelque chose forcément quand tu t'intéresses à l'être humain, à un moment donné tu t'intéresses au fonctionnement en fait, comment on rentre en communication avec les autres. Et moi, j'étais tombé sur un livre qui était passionnant, qui s'appelle La synergologie, où c'est vraiment l'étude de la gestuelle quand on rentre en communication avec les autres. Et depuis que j'ai découvert ça, il y a, je sais pas, une bonne vingtaine d'années, voire plus, bah, c'est complètement intégré dans mon prisme de communication. Et je vois ce décalage très souvent. Et c'est assez perturbant parce que tu sais pas si réellement tu as raison, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, on fait preuve de compréhension parce que chacune et chacun de nous est influencé par l'environnement, le désir d'être accepté, ce désir d'appartenance qui fait qu'on essaye de plus ou moins de se conformer aux personnes avec qui on communique, aux groupes auxquels on participe, et qu'effectivement, parfois même sans le vouloir, inconsciemment, on va adopter un vocabulaire, des postures, des façons de parler qui correspondent au groupe, parce que c'est notre désir d'être accueilli, de ne pas être rejeté. Donc cette compréhension-là, elle nous permet peut-être de voir dans les gestes et dans le corps l'authenticité de la personne, ce qui nous permettra après peut-être de lui poser des questions quand on sera seul avec elle et d'accepter cette espèce de jeu social qui fait que le plus souvent les discours sont du semblant. Enfin, pour une part, les discours sont aménagés, adaptés aux personnes auxquelles ils s'adressent. Mais on peut aussi, dans des situations plus difficiles, quand il y a de la confrontation ou un malentendu ou une hypocrisie vraiment, ou une malhonnêteté vraiment affirmée, installée, on peut à ce moment-là se servir de ce que l'on ressent dans le langage non verbal pour poser des questions plus aiguës, plus précises, qui vont qui vont demander à l'autre
d'être plus franc, plus honnête, plus sincère, parce que sinon on ne peut pas communiquer profondément. Ah ouais, on est bien d'accord. Mais tu sais, alors dis-moi si le chiffre est mauvais, mais moi ce que j'avais retenu, c'est que c'est 70% du langage et de la communication, elle est corporelle. C'est ça? Oui. Donc ce qui veut dire qu'il y a, enfin, est-ce que c'est cohérent de dire que pour la plupart d'entre nous, il y a un décalage entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais à travers ta gestuelle? Oui, oui, je pense que c'est aussi le cheminement, qu'on fasse une thérapie, un parcours de développement personnel, un chemin spirituel, c'est tout le cheminement de l'existence, d'arriver, comme tu le disais tout à l'heure, à être de plus en plus aligné, d'être de plus en plus en cohérence, c'est-à-dire ce que je pense par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je vis et ce que je fais, et à ce moment-là, quand je parle, j'essaye, et là je dis j'essaye pour moi, pas en général, mais moi, Saverio, j'essaye de parler en fonction vraiment de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que j'ai fait ou de ce que je vais faire. Donc ça demande une espèce de conscience à chaque instant, qui est une espèce de méditation éveillée, de méditation constante, Ouais. d'être dans cette conscience de je parle et j'agis en accord avec mon cœur. Et là, mon corps et mon langage non verbal vont généralement être en accord avec ma parole. Ah oui, c'est ce que je ressens aussi. Et tu sais, bah, de mon observation, moi, j'ai le sentiment comme on nous l'apprend pas, tout ça, c'est-à-dire que le savoir-être et la connaissance de soi, on voit bien que c'est pas un projet sociétal. Peut-être un peu plus dans certains pays, mais pas vraiment en France. Donc on peut considérer peut-être qu'il y a 70-80% de la population qui sont pas sensibilisés, tu vois, à cette approche de soi-même, à essayer de se comprendre, de comprendre ce mode d'emploi, en fait, de savoir qui on est réellement. Bah, je me dis, c'est challengeant en réalité, tu vois, dans notre vie de tous les jours. Où, si toi, j'aime pas le terme que j'allais employer, un peu plus éveillé, mais tu vois, je sais pas si c'est le bon terme, comparé à une population globale qui a pas encore eu ces perceptions à un moment donné dans leur vie, dans leur chemin de vie, ça nécessite encore plus d'efforts, j'ai l'impression, quand tu es sensible ou hypersensible, tu vois, de faire face en fait à cette société, quoi. Tu vois le fond de ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, encore une fois, merci Julien de nous réunir. C'est pour ça que c'est si important de trouver des occasions d'être ensemble, parce que quand on est hautement sensible, ultra sensible, on est souvent dans son coin, parce que comme on ressent les choses très fort, on a besoin de se protéger, notamment de la partie la plus violente ou la plus agressive ou la plus mensongère ou difficile de la société. Et les chercheurs américains ont mis en évidence que dans une société, quand on est 10% à aller dans un sens de façon cohérente, durable et choisie, c'est l'ensemble de la société qui change. Wow. Et qu'avant ces 10%, ça c'est un chercheur français, Olivier Amand, qui l'a mis en évidence, il suffit de 3,5 à 4% de la population pour créer cette dynamique des 10%. Mais seul dans son coin, même si on fait partie des 3 ou 4% des personnes qui essayent d'évoluer le plus possible vers cet accord, vers cette congruence, vers cet alignement, vers cet éveil, si on est seul dans son coin, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on a besoin régulièrement d'occasions de se rencontrer pour sentir qu'ensemble, nous cheminons vers cette société, ce monde, qui seront différents de ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est en train de se passer. C'est tellement fort ce que tu dis, Saverio, ça me donne des frissons partout. Et j'adore cette sensation. Parce que ça vient valider, bien évidemment, moi aussi, ce que je pense et ce que je dis. Et ça me fait du bien, en fait, tu vois, d'entendre ça. Parce que c'est vraiment un des points, en fait, les plus importants pour nous. Quand je dis nous, c'est avec Julie, essentiellement, qu'on organise cet événement. Qui nous motive, c'est parce que on voit le bien que ça fait aux personnes. Très souvent, tu sais, quand l'événement est terminé, ou même parfois même pendant, les gens nous disent que ça redonne foi en l'humanité.
Et en fait, c'est tellement fort aussi et puissant pour moi d'entendre ça, tu sais, avec les yeux qui brillent de ces gens-là, que c'est tellement bon, doux en fait, de se dire qu'on participe à ça, tu vois, de redonner une espèce de baume au cœur aux personnes en disant, non, on n'est pas seul, on est plein en fait à partager les mêmes valeurs, à cheminer chacun de notre côté. Et donc merci de dire ça parce que c'est vraiment un grand leitmotiv en fait pour nous. Ouais. Saverio, tu l'as pas dit dans ta... Je suis 1000 fois d'accord. Merci à tout le monde, merci à toi. Merci. Tu nous l'as pas dit dans ta présentation, mais tu as créé un institut. Ce serait intéressant que tu puisses en parler. Alors, il y a 10 ans, justement en 2016, j'ai créé avec Marie-France de Palacio, qui est une linguiste et professeure de lettres, et chercheuse en littérature, l'Observatoire de la sensibilité, pour rassembler un maximum d'informations, surtout en francophonie, sur toutes les formes de sensibilité et plus particulièrement sur la haute sensibilité, sur l'ultra-sensibilité. Au début, nous n'étions que 2, et puis petit à petit, l'Observatoire s'est développé. Maintenant, on est une association, donc on a même un statut. On travaille avec l'Union européenne sur un projet à large échelle avec d'autres pays européens pour faire connaître la haute sensibilité des enfants et des adolescents dans le système scolaire, ce qui n'est pas une mince affaire. On lance une enquête par an, on forme des thérapeutes ou des coachs à l'accompagnement à la haute sensibilité, et chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilité, qui a lieu le 13 janvier, il y a environ une semaine ou une quinzaine de journées dédiées à la sensibilité, avec des événements en présence ou en distance ou à distance, de toutes les personnes qui font partie de l'Observatoire, donc plus d'une centaine aujourd'hui. Donc là encore, on est parti de très peu et on rayonne partout, puisque c'est en francophonie, c'est France, Belgique, Suisse, Maghreb, Québec, on espère Océanie. Waouh! Bravo pour cette initiative. Pour les gens qui auraient envie de participer à ce beau projet, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment on peut faire? Alors, il y a 2 choses. Quand on est psychologue, psychothérapeute ou coach, on peut se former. Il y a 3 à 4 sessions de formation par an, et tout ça est sur le site de l'Observatoire, lasensibilité.com, la sensibilité sans accent, lasensibilité.com. Toutes les informations sont sur le site. Et pour la semaine ou la quinzaine, en 2026, ça va être la quinzaine de la sensibilité, toutes les initiatives sont les bienvenues. Il suffit de prévenir quelqu'un à l'Observatoire pour faire partie du programme. Où qu'on habite, on peut créer une rencontre, un événement en ligne ou sur place, là où on habite, en présence. Et toutes les initiatives sont bonnes, pourvu qu'on parle de sensibilité, qu'on valorise la sensibilité humaine, et pour les personnes qui connaissent la haute sensibilité, qu'on donne les bonnes informations sur l'ultra-sensibilité. Super, merci. Est-ce que, j'extrapole peut-être, mais est-ce que vous acceptez les dons? Peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent vous faire des dons. Est-ce que vous êtes un organisme qui peut accepter des dons? Tout à fait. Donc, nous sommes une association loi 1901 et les dons sont tout à fait possibles parce qu'ils nous permettent de louer une salle pour organiser des rencontres avec un plus large public. D'accord. OK. Eh ben, merci beaucoup, Saverio. Donc, on te retrouve le 12 juillet pour une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? On a hâte de t'y retrouver. Pour ceux qui veulent venir, d'ailleurs, il reste des places. Alors, surtout, n'hésitez pas. Je te souhaite une belle fin de journée. Saverio, encore un grand merci. Merci Julien. À très bientôt. À tout bientôt. Bye bye. Alors attendez les amis, j'arrive parce que j'ai quelqu'un qui sonne. Oui, j'arrive. Eh oui, c'est les joies du direct. J'ai un colis à aller récupérer. Eh ben écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes, les amis.
Je vais vous laisser avec une petite vidéo, vous savez, la petite vidéo qu'on a réalisée en 2023 pour le congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, on se retrouve le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Si vous voulez prendre vos places, il reste des places. Donc, vous tapez congrès C'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce que on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça.